Alors, bonjour et re-bienvenue à MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. En cette 5e édition, encore une fois, la thématique, l'intelligence collective. Ce matin, on aborde les sujets de l'intelligence artificielle. On a eu une conférencière keynote avec Madame Le Serre. Nous avons eu un autre panel de conversation ce matin avec Ilyas Benjeloun et ses invités. Et nous allons continuer avec un autre panel sur l'intelligence artificielle, maintenant plus axé sur le financement des projets en intelligence artificielle et les défis et les opportunités qui se présentent à nous. Alors, je vais tout de suite inviter les invités à se joindre à moi sur scène. Alors, j'invite tout de suite Myriam Côté, directrice de recherche et innovation chez Jacob AI. Nous avons également Peter Villani de chez Fasken. Nous avons Samir Mounir de la Caisse Desjardins, la Caisse des technologies, ainsi que Marc-Antoine Pelletier, le CEO de HopTech. Et pour terminer, notre modérateur, le cofondateur de AIoT Canada, Salvatore Cimino. On les accueille chaleureusement. Bon panel. Eh bien, bonjour d'être ici. Et je vous remercie d'être ici. Je me présente très rapidement. On va faire des introductions, mais assez rapidement. Mon nom est Salvatore Cimino, et je suis un consultant depuis une trentaine d'années, surtout dans la technologie variée, dans le déploiement des technologies, gestion des centres de données. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans le monitoring qui m'a amené naturellement à travailler dans l'IoT. Et depuis 5 ans, on a fondé le AIoT Canada, qui se veut une grappe pour l'AI, de l'AI pour l'IoT. Donc, on a créé l'acronyme IoT, qui dans le temps, il n'existait pas, aujourd'hui est partout. Et voilà, ça fait 5 ans qu'on a commencé, c'est un organisme à but non lucratif. Et on a beaucoup de membres, 70 membres. Mais je vais passer tout de suite aux invités qui sont plus importants que moi. Je commence par Mme Myriam Côté, directrice de recherche et innovation chez Jacob AI, où elle agit à titre de conseillère stratégique en intelligence artificielle. Sa mission est de faciliter le transfert technologique et l'implantation et l'utilisation bénéfique, éthique et socialement responsable de l'IA, en accompagnant les entreprises du Québec dans leur intégration de l'IA à leurs produits et services. Durant 10 années à Milan, toute une carrière, dont quelqu'un à titre de directrice exécutive, elle a contribué à construire, développer et gérer cet institut en collaboration étroite avec son directeur, l'éminent professeur Yoshua Benjo. Elle a y acquis une expérience unique auprès de l'élite des chercheurs universitaires, dont certains ont marqué profondément le développement de l'IA au Québec. C'est grâce à eux, évidemment. De plus, elle a activement contribué à la création de ponts avec des partenaires prestigieux tels que Google, Microsoft, des collaborateurs tels que Obvia, Montréal International, Mitax, CRNSNG, pour ne nommer que ceux-là. Détentrice d'un post-doc et d'un doctorat en intelligence artificielle et d'un baccalauréat en génie physique, elle a représenté Milan à titre de conférencière dans différents forums, ici et à l'étranger, dont les Nations Unies, et a contribué à la vulgarisation du domaine en donnant des cours et des TED Talks sur le sujet. Merci Myriam pour ta disponibilité. Très apprécié. Très contente d'être là. Bonjour. Je passe à Maître Peter Villani. Est associé principal chez Fasken. Il est spécialisé dans les marchés financiers et fait partie de la pratique des technologies émergentes à Fasken à Montréal. Il aide les clients technologiques dans leurs besoins juridiques liés au financement et aux fusions et acquisitions. Peter est diplômé de la faculté de droit à l'Université McGill et est reconnu en tant que praticien par l'Expert, International Financial Law Review 1000, ainsi que Best Lawyers. Il dirige des transactions complexes avec des acteurs majeurs des secteurs de la vente au détail, du commerce électronique, des tests de fibre optique et de télécommunications, avec des opérations aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. Bref, tous les continents. Peter possède une perspective internationale exceptionnelle. Il siège aussi sur le comité aviseur ESG.
Il est aussi pas mal impliqué dans la communauté juive italienne en siégeant sur plusieurs fondations. Maître Villani, merci d'être ici. Merci à vous. Je passe à Marc-Antoine Pelletier, qui est un ingénieur, entrepreneur et investisseur. Il a fondé sa première compagnie qu'il a ensuite vendue à Brookfield en 2007. Marc-Antoine a ensuite créé Carbonex, un holding qui a investi en énergie renouvelable et en santé numérique. Une des sociétés de Carbonex est Limited Partner d'un cycle C3E, un fonds d'investissement de 42 millions de dollars, où Marc-Antoine a siégé au comité d'investissement. Carbonex est aussi actionnaire dans une autre société qui se nomme Optech. Optech est le lauréat du dernier concours Coopératon. Grâce à l'intelligence artificielle, Optech développe des biomarqueurs numériques pour les diabètes type 2, les maladies pulmonaires et les insuffisances cardiaques, en collaboration avec des centres de recherche reconnus et des compagnies pharmaceutiques. Marc-Antoine, toujours un plaisir. Merci. Et least but not last, je vous présente Dr. Samir Mounir, expert en financement et capital de risque dans le domaine de la santé et de la technologie, avec plus de 14 ans d'expérience dans l'industrie des sciences de la vie et 15 ans d'expérience en affaires et financement de la santé. Il a été vice-président de Vantage Point Venture Partners, qui gère un fonds de plus de 4,5 milliards US. Suite à son doctorat en immunologie, il a mené une carrière de chercheur, professeur et de directeur dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. À la Caisse de dépôt, le Dr Mounir a été responsable d'importants portefeuilles d'entreprises en sciences de la vie. En plus de siéger sur plusieurs comités d'investissement, il fait aussi partie du conseil d'administration d'IoT Canada. On est assez fiers de ça. Merci Samir pour ton support. Veuillez noter que j'ai demandé de raccourcir les bios parce que sinon ça aurait pris moitié du panel juste pour ça. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc, le panel, ça sera surtout en français. Si vous avez des questions, par contre, en anglais, il n'y aura aucun problème à y passer à travers. Donc, avant de commencer la discussion, j'aimerais qu'on puisse peut-être juste mentionner le sujet de cette conversation-là. L'intelligence artificielle et l'IoT, l'Internet des objets, ou IDO, se développent rapidement et deviennent un outil incontournable dans tous les domaines d'affaires. Sommes-nous actuellement dans une phase d'opportunité ou de défi face à la portée de cette technologie sur notre société moderne? C'est l'heure d'engager la conversation entre entrepreneurs et investisseurs pour identifier un terrain d'entente gagnant-gagnant. Donc, moi, j'ai déjà écouté parler ces personnes et ça a été fascinant d'entendre toutes ces histoires de succès et échecs avec des analyses lucides du pourquoi c'est arrivé une chose ou l'autre, pourquoi il est arrivé le succès ou l'échec. J'aimerais commencer par toi, Myriam. Okay. En prenant en considération les tendances technologiques actuelles et futures, comment imaginez-vous l'évolution sur comment s'y prendre pour les entreprises qui se lancent dans le domaine de l'AI et l'IoT? J'assume qu'il y a des changements importants comparés à des approches traditionnelles. C'est différent aujourd'hui. Oui, quelle question. Merci. Je vais répondre du mieux que je peux. Je pense que les réponses vont s'étoffer au courant de la conversation parce qu'on se stimule les uns les autres. Qu'est-ce que je pourrais dire, c'est que, comme on l'a dit, hein, Madame Le Serre l'a dit tout à l'heure, tout va de plus en plus vite. Le transfert de la connaissance, qui il y a 10 ans, par exemple, à Milan, c'était de la recherche. Le transfert de connaissances vers l'économie, les entreprises se fait de plus en plus rapidement. Et puis, c'est un rythme fou. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui arrive à prendre ce rythme-là. Et donc, on voit de la disparité entre les différents niveaux de maturité des entreprises, je dirais.
Là, on parle beaucoup des modèles génératifs comme ChatGPT, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui en veulent dans leurs entreprises. Puis, moi, je leur dis toujours, il n'y a pas de magie, il faut faire attention. C'est pas parce que ça donne des informations que c'est les bonnes. Donc, comme disait Mme Leclerc encore, c'est bon qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit là, un humain dans la boucle. Et puis, que l'UIAF va servir plutôt comme un outil, en tout cas. Mais à travers ça, il y a beaucoup d'enjeux. Je pense que vous avez entendu les nouvelles, tout ça. Yeshua a parlé de ça. On a besoin de la réglementation autour de ça. Alors, comme entreprise, pour répondre à votre question, c'est complexe. Ça dépend de votre maturité, de vos connaissances en IA. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Puis, Jacob, c'est ce qu'ils font. C'est qu'ils aident à évaluer des projets. On a des critères de sélection pour vous aider à savoir qu'est-ce qui est pertinent pour vous, puis comment on peut vous aider. Une chose est certaine, si on y va de manière traditionnelle, il faut arriver avec des données. De manière traditionnelle, il fallait beaucoup de données. Maintenant, ça dépend des applications, mais on peut travailler avec un peu moins de données, dépendant de ce qu'il y a à faire. Parce que quand on utilise des modèles qui sont entraînés sur des grosses bases de données, comme ceux qui ont servi à entraîner les modèles génératifs comme ChatGPT, bien là, à ce moment-là, il y a déjà beaucoup de connaissances qui est acquise dans un réseau. Fait que la tendance, on la vit ensemble, mais il faut être très lucide en ce moment puis très conscient. Fait que je vous encourage à vous informer. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. On continue la conversation. Et si vous avez d'autres panélistes, s'ils veulent interjecter dans ce que Myriam a mentionné. Moi, peut-être ce que j'ai saisi là-dessus, c'est de parler de beaucoup de données. Et d'après les controverses qu'il y a présentement sur l'utilisation de ces données qui pourraient être copyrighted, donc peut-être... Oui, absolument. Peter. Mais ça, c'est une des tendances, je pense, les plus importantes qu'on commence. Il y a une grève à Hollywood, hein, et si on regarde qu'est-ce qui se passe autour de la table de négociation et les revendications des artistes, c'est toute l'utilisation des images, l'utilisation de la voix, l'utilisation du likeness. Donc, ça vient au cœur. Moi, je fais du droit depuis 35 ans et je n'aurais jamais cru qu'on serait rendu là. Donc, AI vient à venir comme un invité, pas invité, là, dans tout ce concept-là. Donc, il y a beaucoup de conséquences quant à AI aux droits d'auteur. Ça, c'est clair. Il y a des poursuites qui ont commencé déjà au UK et aux États-Unis contre Meta, contre Google, justement parce qu'il y a ces compagnies-là qui font du scraping partout dans le monde sur l'Internet. Ils mettent des choses ensemble, puis là, ils disent que c'est du fair use. Mais les artistes disent non, wait un moment, là, tu sais, il faut qu'on soit compensé par ça. Ça, c'est très important, surtout dans le monde. Mais ça applique à toutes les choses. Des données, on parle de health tech et toutes les applications des AI dans les systèmes de santé. Toutes ces données-là doivent être anonymes, premièrement, pour ne pas identifier, mais quand même, il y a toute maintenant une réglementation ici au Québec sur la loi 25, la protection des données, qui rentre tout, c'est pas du AI spécifiquement, mais ça s'applique à toute la manipulation des données. On finalement vient à attraper les Anglais au UK et en Europe avec la législation très moderne au Québec. Et alors, on voit ces enjeux. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est l'usage, et comme je siège sur le comité aviseur ESG à notre cabinet, on avise les clients, c'est l'utilisation éthique. Le E, ce n'est pas éthique, mais c'est environnement, mais c'est plutôt la partie gouvernance, le J dans ESG. La gouvernance de cette information-là. Qu'est-ce qu'on fait avec cette information? L'utilisation. On voit, par exemple, des compagnies d'assurance qui sont nos clients et il y a une inquiétude. Vous êtes quelqu'un de Desjardins qui vend beaucoup d'assurance. Une inquiétude du biais
explicite et implicite dans le modeling. Donc, je fais une demande, j'habite un certain quartier, et tout d'un coup, ma prime est 3 fois d'un autre. Et voyons, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais? C'est quelque chose à regarder. Donc, on parle beaucoup de légiférer dans ce sens-là. On a une charte de droit, la protection des droits au Québec aussi, qui est très claire là-dessus, en faisant, par exemple, qu'il n'y a pas de discrimination. Donc, on parle vraiment au juridique des concepts qui existent depuis des centaines d'années, si vous voulez, des décennies au moins, mais qui vient maintenant appliquer cette nouvelle technologie. Et il y a des gens comme nos clients en médias, en télécom, tout ce qui est pour offrir des services aux clients, on bâtit des profils. Tout ça, c'est quelque chose que de plus en plus les compagnies doivent regarder. Je suis très reconnaissant du fait que maintenant, il y a au moins un code de conduite volontaire qui était signé à Montréal avec le gouvernement fédéral et quelques joueurs importants dans le AI. Mais je pense qu'on s'en va vers un régime plus réglementé, plus légiféré dans le sens qu'on va exiger des compagnies vraiment de faire très attention avec ce qu'ils font. Et si le gouvernement ne prend pas action, il y a certainement des poursuites. C'est bon pour nous, par exemple, les poursuites, mais quand même, c'est quelque chose de très déstabilisant, tout ce qui se passe maintenant avec AI et tout l'usage d'informations. Je pense que j'ai trop parlé, mais en tout cas. Non, c'est correct, c'est correct. En effet, en revenant peut-être à la question d'origine, moi, je pense que Marc-Antoine peut-être quelque chose à dire en prenant en considération les tendances technologiques actuelles. Est-ce que ça a changé la façon de démarrer des entreprises pour les faire croître, ainsi de suite? Bien, d'abord, démarrer une entreprise, il faut être entrepreneur, la première chose. Il faut savoir prendre des risques, il faut savoir être capable de gérer le risque sur une base quotidienne. L'AI, c'est un buzzword. Donc, il y a 20 ans, c'était l'Internet. Il y a 10 ans, c'était le biotech. Aujourd'hui, c'est l'AI. Donc, par contre, le cycle est terminé, où est-ce qu'on met le mot AI avec un nom de compagnie, puis on lève du financement, ce cycle-là, on est arrivé à la fin du cycle. Donc, c'est vraiment les joueurs qui vont se distinguer avec des solutions qui vont réussir à percer. Comme tout type de société start-up, on va toujours se plaindre que c'est sous-financé, naturellement, parce que les moyens qu'on a ici ne sont pas les mêmes que ce qu'on retrouve, par exemple, à certains endroits en Europe ou aux États-Unis. Disons que le financement est aussi, le nerf de la guerre. On a vu plusieurs sociétés qui ont réussi à se financer. Moi, je suis dans le domaine, le HopTech est dans le domaine de la santé, comme on disait tantôt. Beaucoup de compagnies se sont financées très, très tôt, peut-être trop tôt dans leur existence au niveau de leur plan d'affaires. Plusieurs de ces compagnies-là, malheureusement, n'ont pas passé à travers. Un exemple, par exemple, une compagnie américaine qui s'appelle Pear Therapeutics avait une valorisation de 1,5 milliard. Elle est tombée à zéro il y a quelques mois. Et je terminerai en disant qu'il y a une question de timing aussi, une question de compétence au niveau des équipes. On travaille d'ailleurs avec les gens de Jacob chez HopTech qui nous aident énormément pour la gestion de nos données dans le domaine de la santé. Maintenant, ça reste encore, on est encore dans une situation où il y a une certaine fragilisation présentement. On le voit dans le marché à cause notamment de l'inflation, à cause aussi de certains échecs qui ont eu lieu. Par contre, tantôt, je termine là-dessus, tu disais, est-ce que c'est un problème ou une opportunité? Moi, j'associe toujours un problème avec une opportunité. Pour moi, un défi, c'est une opportunité. La COVID-19 nous a montré les failles du système, en particulier les failles du système de santé. Comme je dirais, puis je vais passer la parole à Samir, le système de santé est malade. Alors, c'est la première infrastructure qu'il faut corriger puis qu'il faut guérir. Alors, toutes ces petites solutions-là qui vont émaner à cause de ces failles-là qui ont ressorti grâce à la COVID vont percer au fil du temps. Alors, je passe le micro à Samir. J'espère. Merci Marc de me passer la parole. C'est certain, là on a parlé un petit peu de l'aspect défi, là. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure, les défis, mais on est là aussi pour l'aspect opportunité. Et Marc-Antoine, il a mentionné tout à l'heure tout ce qui est financement. Là, je vais vous parler de ça parce qu'on est là pour ça, entre autres.
ce qu'on constate actuellement, que l'intelligence artificielle, les objets connectés ou l'IoT, qu'ils intègrent un petit peu tous les écosystèmes actuellement, il y a une vague d'investisseurs qui sont intéressés. Par contre, il n'y a pas d'investissement qui est disponible. Lorsqu'on regardait, il y a un site financing qui a été fait récemment. Moi, ça m'a impressionné qu'ils ont ramassé 50 millions pour un site. C'est très rare, ça ne se fait pas généralement. Un site, c'est 1-2 millions. Mais malgré tout ça, on regarde le financement, c'est le nerf de la guerre. C'est bien d'avoir le buzzword de AI. C'est sûr qu'il y a un aspect réglementaire avec ces aspects-là. Il y a des enjeux. C'est là où il y a le défi. Et pour les investisseurs, ils sont en mode actuellement wait and see. Et c'est ce qu'on le constate dans l'écosystème actuellement. On a vécu ça. Moi, j'étais dans la période de la biotech, medical device et tout ça. C'était un petit peu la même chose qui se passait. Or, on a vu des sorties. Parce que vous voyez, un investisseur, lui, il va fructifier son investissement. Donc, le meilleur indicateur pour une réussite, c'est une sortie économique. Donc, c'est du multiple de son investissement. Et là, ce qu'on constate au niveau de l'intelligence artificielle, on n'a pas encore vu ça. Les OpenAI de ce monde, ils étaient faits, c'est une acquisition. Mais il y a la notion d'acquisition qui prend le dessus actuellement. Donc, la sortie, c'est plus la façon de sortie qu'on voyait avant pour les autres écosystèmes. D'où la notion, actuellement, il y a plusieurs entreprises qu'ils utilisent, à vrai dire, honnêtement, si vous allez creuser, je ne suis pas quelqu'un de AI, mais vous allez creuser, ils utilisent toute la plateforme OpenAI, ChatGPT et tout ça, mais ils disent comme quoi qu'on a développé une nouvelle plateforme, quelque chose d'autre. Et ce qu'on va voir dans l'écosystème, c'est qu'il va y avoir de la consolidation de l'écosystème. Donc, toutes ces entreprises-là, et c'est d'où un petit peu le sujet de notre conversation aujourd'hui, c'est pour les entreprises ou les entrepreneurs qui rentrent dans ce domaine-là, c'est très important de voir ça venir, surtout en 2024, on va voir beaucoup d'échecs. Donc, on va voir une façon que ces entreprises-là, ils ne vont pas pouvoir se financer. Ça, c'est une chose. Et la seule façon de se financer, c'est de se faire acquérir. Donc, c'est pour ça que c'est très important lorsque des entrepreneurs, des entreprises, lorsque vous faites vos pitchs, c'est très important de regarder envers les grands joueurs de ce monde-là. On a parlé de Meta, on a parlé de Google, on a parlé d'autres joueurs qui sont actuels, même Amazon, ils rentrent là-dedans, ils sont en train de rentrer dans la santé, si vous avez vu les investissements qu'ils font. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait regarder actuellement tout ce qui est l'intelligence artificielle, tout ce qui est l'IoT, tout cet écosystème-là. Il faut apprendre pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a faites avant. Là. Parce qu'il va y avoir des échecs, mais pour éviter ces échecs-là, les gouvernements ne peuvent plus financer. Là. Je crois qu'ils sont arrêtés à leur top. On finance des accélérateurs, des incubateurs et tout ça, mais ils s'arrêtent là. Et ça ne fait pas de la commercialisation. C'est pour ça la notion actuellement, ce qu'on est au Québec, je reviens au Québec, ce qu'on dit toujours, on n'arrive pas à commercialiser nos innovations. On développe, on a des institutions comme Mila, on a des CRSNG, NRC, on a beaucoup d'institutions qui développent de la recherche, mais pour aller chercher développement économique et commercialiser, c'est là où l'enjeu il est là, parce qu'on n'a pas les investisseurs d'abord sophistiqués, comme les Américains, et un peu les Européens, mais ça c'est un autre débat, et les investisseurs à poche profonde. Donc lorsque vous regardez actuellement ce qui se passe dans le quantum, le quantique et tout ça, lorsqu'on parle de données, l'utilisation des données, le quantum, c'est ça qui va nous sauver, le machine learning et tout ça, qui investit là-dedans? C'est les Américains. Ils sont en train de rentrer à fond là-dedans. Là. Anyway, puis on va continuer peut-être la conversation, mais je veux focaliser un petit peu sur le financement parce que c'est important, oui. parce que le nerf de la guerre, elle est là. En effet, j'ai peut-être une question que toi et Marc-Antoine, vous aviez touché peut-être un petit peu, mais on va peut-être l'approfondir un peu. Comment le paysage de financement pour les PME et les startups dans le secteur de l'IA et l'IDO, là, je veux être un peu plus précis là-dessus, a-t-il évolué au cours de la dernière décennie?
Quel changement significatif avez-vous observé, s'il y en a eu, évidemment? Est-ce que ça se rattache un peu à la question précédente? Mais... Ouais, c'est une excellente question, mais on ne peut pas parler de décennies. Hein. L'IA, surtout au financement, c'est récent. Là. C'est vrai, l'IA... Avant-hier, qu'est-ce qui a changé depuis avant-hier? C'est-à-dire qu'il y avait d'autres écosystèmes. Hein, lorsqu'on parlait de tout ce qui est la santé, tout ça, c'était IT, tout ça. Donc, c'était vraiment... C'est là où on s'orientait. L'IA, là, maintenant, avec les données et tout ça, avec la capacité d'analyse et tout. Donc, je dirais, c'est un historique, peut-être au niveau financement, 3-4 ans, incluant les amis aux États-Unis. Mais ce qu'on voit, la tendance actuellement, c'est que, et j'insiste là-dessus, généralement, vous voyez un petit peu la santé d'un écosystème de financement, c'est lorsqu'il y a des sorties, des IPO. Et là, actuellement, on voit la fenêtre IPO, elle est fermée. Il y a 0 IPO, 0 sortie publique des entreprises. Parce que ça, c'est une façon d'aller chercher donc, un retour sur investissement pour les investisseurs. Et ça, c'est indicateur comme quoi qu'on n'est pas là actuellement. C'est pour ça, 2024, ça s'annonce très difficile pour les entreprises en intelligence artificielle. Il faut garder son cash flow, il faut prolonger son cash flow. Et ce que je vais revenir à la question, comment ça se porte actuellement, on est vraiment dans une position wait and see. Oui. Les investisseurs doivent être éduqués. On n'a pas la sophistication des scientifiques qui étaient dans l'IA, ça fait des années. Ça, c'est une chose. Et l'éducation est très importante. Chaque écosystème, je l'ai vécu dans le health tech, il y a des gens ici dans le health tech, dans le medical device, il y avait un besoin d'éducation. Et là, on voyait les investissements, on voyait les sorties. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, on est vraiment dans une position d'attente actuellement. Bien, on parlait tantôt de problèmes, d'enjeux qui peuvent donner des opportunités. Je vais vous raconter un exemple que j'ai vécu, moi, personnellement, il y a 20 ans. Alors, j'avais une entreprise, comme vous l'avez dit tantôt, que j'ai vendue à un conglomérat de Toronto qui s'appelle Brookfield. C'était une entreprise dans le secteur des énergies renouvelables. Donc, on sait tous aujourd'hui que l'éolien, le solaire, ça fait partie de notre quotidien. Il y a 20 ans, ce n'était pas aussi évident. Une des façons avec lesquelles on a solutionné ça à l'époque, c'est en créant une innovation fiscale et financière. Donc, la technologie, c'est bien beau. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler à innover de façon financière et fiscale, surtout de façon fiscale, je ne vous le cache pas. Alors, à ce moment-là, j'avais été la seule entreprise, la première entreprise canadienne à mettre sur pied un programme pour que des investisseurs puissent investir des actions accréditives dans l'exploration au niveau des énergies renouvelables. Ce programme-là existe encore aujourd'hui. Alors, il y a aussi une façon d'aborder le financement par des innovations financières. Alors, la technologie, c'est une chose, mais il faut aussi le regarder sur l'angle de comment nous, comme Québécois, comme Canadiens, on peut profiter des régimes fiscaux que nous avons déjà, comment les améliorer pour que des investisseurs puissent justement voir leur risque diminuer lorsqu'ils font la première mise de fonds, par exemple, pour des investisseurs privés, des anges ou du private equity. Ça m'amène en effet à la prochaine question, très bien, et peut-être pourrait embarquer Myriam, parce que tu as travaillé dans beaucoup de use cases pour des entreprises. Donc, quelles sont les stratégies qui pourraient, tu en as mentionné quelques-unes, Marc-Antoine, quelles sont les stratégies qui pourraient aider les entreprises à passer à travers les défis de financement et supporter leur croissance? 2024, ça ne s'annonce pas trop rose. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire, surtout encore dans les entreprises qui sont dans les technologies IDEO et IA? Je ne sais pas si j'ai la réponse à cette question-là. Ce que je pourrais dire, ce serait de simplifier les programmes. Il y a beaucoup de documents à remplir. Les délais d'obtention des financements sont très longs, surtout pour des startups. 3 mois, tu peux être mort demain. Donc ça, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait travailler en étant créatif, comme tu dis. L'autre chose, les centres comme nous de transfert technologique, ce serait bien qu'on ait des fast tracks pour aider les entrepreneurs, parce qu'au lieu d'être pris à attendre des décisions, on est des experts, on peut les prendre les décisions. Donc ça pourrait accélérer les choses. Fait que, à part ça,
Nous, on est chanceux. On a eu des fonds du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour nous donner la chance d'investir sur des projets avec des clients. Donc, ça aussi, c'est une aide pour eux. Voilà, c'est partiellement ce que je peux répondre. Mais un des problèmes, est-ce que je peux? Oui. Un des problèmes, on a fait un sondage un peu informel à notre cabinet parce que nous avons un programme assez important en technologie émergente. Un des problèmes, là, c'est que l'évaluation, c'est un problème. Il y a 2 ans, les term sheets, là, on n'avait pas le temps de les regarder, il y en avait tellement. Le problème maintenant, c'est que, OK, comme vous avez dit, c'est que c'est wait and see. Alors, le type d'investissement qui se passe maintenant, c'est pas du equity, ce qu'on appelle de l'équité, c'est plutôt dans des non-dilutive comme des SAFE, Simple Agreement for Future Equity, où un investisseur, les plus chevronnés qui sont capables de prendre risque, investissent dans des compagnies et on ne sait pas si on va faire une autre émission, on va voir ça, mais on va prendre un risque parce qu'ils ont un portefeuille de compagnies, on va tenter ça. C'est comme miser sur un cheval dans une course. Donc, ça affecte parce qu'on ne sait pas trop où on va s'en aller, mais ce n'est pas des gros montants. Là. Ils sont très, très conservateurs. Il y a des safes peut-être de 50 000. J'en ai vu récemment un de millions, mais c'est top. Ça, c'est pour une start-up assez avancée. Ça dépend. Aux États-Unis, c'est plus là. Oui, aux États-Unis, c'est toujours 10 fois plus, right? Au moins. Oui, c'est 10 au moins. Et les IPO. Donc, le problème de l'évaluation, nos clients ne savent pas trop où tourner. On fait des safes, on fait des fois des instruments convertibles, mais c'est un prêt. Donc, avec une compagnie, ce n'est pas payable jusqu'à une certaine date dans le futur et l'évaluation va se faire à votre prochaine ronde de financement. Donc, mais ce n'est pas le modèle usuel pour nous et c'est une nouvelle réalité pour nous. C'est-à-dire, avant, on avait des term sheets, A round, B round, C round, mais ça n'existe plus. Et je suis complètement d'accord. Maintenant, le financement se fait par M&A. Nos clients, et c'est dommage pour le Québec, parce qu'il y a de la belle technologie, mais vu qu'on n'a pas les capacités de les financer, l'écosystème n'est pas capable. Je ne veux pas critiquer notre écosystème qui est formidable. On a des fonds incroyables. Mais vous avez raison, on perd. Mais d'autres pays vivent la même chose. D'autres pays plus petits vivent la même chose. Les Américains sont là, les grands fonds européens sont là. Et ce qu'on voit, c'est le M&A qui va. Les IPO au Québec, c'est la première fois que je fais ce métier-là depuis 35 ans et je n'ai jamais vu aucun IPO à notre cabinet en 35 ans. C'est vraiment, we're in a new world. Yeah. Et je vais ajouter le problématique, et ça c'est important, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises, ou au moins qui veulent démarrer les entreprises. La problématique avec tout ce qui est IoT, AI, la valorisation, je crois que ça a été mentionné, on a des down rounds actuellement, on a des sous-évaluations. Et c'est ça qu'on va vivre en 2024, vous allez voir, il va y avoir des shortcuts, mais c'est la notion de IP. Parce que généralement, dans les autres écosystèmes thérapeutiques, whatever, tu sais, le pharmaceutique, l'IT, il y avait quelque chose qu'on basait une valeur, donc la propriété intellectuelle, parce que c'est là qu'on va aller chercher une valeur, une valorisation. Actuellement, pour valoriser une compagnie dans AI, c'est surtout sur les revenus, sur le potentiel. C'est pour ça là qu'on demandait tout à l'heure comment doit travailler une entreprise. Moi, je vous dis, positionnement, ça c'est très important. Trouvez votre niche market, c'est très important. Trouvez votre acquéreur. Ça, c'est la troisième chose. Là. Donc, essayez pas de jouer à notre game, là, de faire le Me Too product. Il faut vous différencier, trouver le marché, même 1% d'un marché de 1 milliard, vous voyez le potentiel qu'il y a là-dedans. Puis, l'AI, on le voit, ça devient un tool. C'est un outil actuellement. Ce n'est pas une technologie qu'on développe par elle-même, parce qu'il y a des plateformes, il y a des big names qui vont développer des plateformes qu'on va utiliser. Et honnêtement, je répète encore, lorsqu'on regarde les OpenAI, elle est utilisée par pas mal de ChatGPT-4 et tout ça. Anyway, je ne vais pas aller dans les technologies, je ne suis pas technique là-dedans, mais pour les entreprises, c'est un positionnement, il est très important.
éviter le Me Too product. On le faisait dans le thérapeutique, dans le pharma et tout ça. Donc, je vous dis, évitez les mêmes erreurs qu'on a faites avant. Et dans le AI, ça va être, j'insiste, ça va être le M&A. Donc, trouvez votre acquéreur potentiel, commencez les négociations, discussions avec très tôt, même en développement. Puis ne focalisez pas beaucoup sur les investissements des investisseurs là, en équité, là, comme ça a été mentionné. On va y aller avec des leviers financiers, que j'appelle les leviers financiers, ce qui est de la dette, que vous allez rembourser dans les prochaines rondes. Pourquoi? Parce que votre potentiel va être meilleur, parce qu'actuellement, vous ne l'avez pas. Là. Donc, c'est ça ce qu'on appelle positionnement, répondre à ta question, comment doivent travailler les entreprises, les entrepreneurs, c'est de cette façon-là. Et oublier ce qu'on faisait dans les autres écosystèmes, les autres, ce qu'on faisait dans... C'est tout à fait différent avec l'AI, IoT. Là. Très rapidement, modèle d'affaires, modèle d'affaires, modèle d'affaires. C'est dans le positionnement, c'est essentiel. C'est comme en immobilier, localisation, localisation, localisation. Donc, modèle d'affaires, c'est très important. Moi, de mon expérience à moi, j'ai plusieurs acquisitions que j'aimerais faire actuellement. Donc, oui, il y a peut-être quelqu'un qui peut m'acquérir, mais moi, je peux peut-être acquérir du monde aussi, comme Québécois, comme Canadien. Je n'ai pas le financement. Je ne suis pas capable de trouver le financement ici au Canada. Donc, je suis obligé de vendre une partie de ma compagnie à un étranger pour avoir les moyens de faire des acquisitions au Canada. Ça vous donne une idée à quel point il y a comme un cercle vicieux qu'il faut tourner, là. Donc, oui, l'exit, c'est important, mais à quelque part, pour exister, il faut bâtir un capital, il faut bâtir des actifs pour avoir un meilleur facteur de multiplicateur. C'est un entrepreneur qui parle. Hein? Oui, c'est clair. Ben oui. Non, c'est sûr, c'est sûr. J'ai 3-4 acquisitions que je pourrais faire. Pour l'instant, il faut que je concentre sur ma compagnie. Sauf que j'ai 3-4 acquisitions, des gens qui viennent me voir, qui me disent, écoute, on va fermer ou on a un produit qui est très complémentaire au vôtre. Puis on pense que notre équipe peut joindre votre équipe. Je n'ai pas les moyens de faire un chèque de 2 millions ou 3 millions pour acheter une compagnie. J'ai évalué à peu près à 15 millions la quantité d'argent que j'ai besoin pour acheter 3 compagnies. Puis on me ferme les portes. Ça n'arrive pas au Québec. On n'est pas capable de faire ça au Québec. Il faut que la compagnie ait un track record avec des ventes, un EBITDA, tout ça. Mais il ne voit pas l'entrepreneur. Il ne voit pas le dirigeant. J'ai 30 ans d'expérience. Ça, ils ne regardent pas ça. Ils regardent les chiffres, le bottom line. Puis on parle à des gens souvent qui ont, dans mon cas, à moi, je suis grand-papa, là, mais dans mon cas, je parle à des gens qui ont comme 25, 30 ans plus jeunes que moi, qui ont 5 ans d'expérience. Ils ne voient pas ça. Ils regardent les chiffres. Fait qu'à quelque part, si on veut faire quelque chose ici au Québec, il faut aussi regarder c'est qui les entrepreneurs qui sont derrière ces succès-là. J'ai déjà vendu une compagnie à un conglomérat de Toronto qui gère 1000 milliards d'actifs aujourd'hui. Et ça doit bien être bon à quelque part, ce que je développe présentement. Non, c'est le bottom line. Fait que oui, c'est important, sauf qu'à quelque part, si moi je veux faire la game d'M&A avec ma compagnie, on ne me donne pas les moyens de le faire. On va finir sur la prochaine question, parce qu'il ne reste pas grand temps. Mais j'aimerais amener un peu de l'eau au moulin sur l'adoption numérique, spécifiquement de l'AI et l'IoT. On sait que juste 40% des entreprises du Québec ont fait un bond technologique. Selon des études récentes, on sait que les entreprises qui ont implanté une seule nouvelle technologie numérique en investissant, mettons, 5% de leur chiffre d'affaires, 60% d'entre elles, ils ont vu que l'année suivante, on fait une croissance de 5% et plus. Donc l'adoption numérique est importante. Aujourd'hui, on veut focuser surtout sur l'AI et l'IoT. Est-ce que, entre vous, vous pouvez partager des exemples de succès, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, où le financement a joué un rôle crucial dans la croissance de l'entreprise ou pour éviter la catastrophe? Tu as touché un peu à ça, Marc-Antoine. Une entreprise qui travaille dans l'AI et dans l'IoT, est-ce que a été capable d'avoir du succès en utilisant le financement? Est-ce que vous avez des exemples concrets? J'en ai un vite. J'espérais. On a eu les paris. Ça payait des consultations gratuites avec les gens du Milan où j'étais pour le transfert technologique. Et c'est un peu une initiation, disons. Dans une fenêtre de 2-3 mois, il y avait un certain nombre d'heures d'accès à des spécialistes en IA.
Puis là, je ne sais pas si je vais nommer le nom, mais en tout cas, je ne vais pas nommer le nom. Mais c'est une entreprise qui voulait améliorer le temps d'attente, réduire le temps d'attente dans la salle d'attente d'un médecin grâce à l'IA. Puis, avec ce petit financement-là de Paris, on a réussi à diminuer avec nos algorithmes, qui sont devenus leurs algorithmes, leur propriété, de moitié. Ils ont fait un bond en avant avec ça, puis ils ont fait de l'expansion, puis ils ont eu un bon succès, puis ils sont toujours en activité maintenant. Donc, c'est un petit exemple, mais il n'y avait pas beaucoup, tant que ça, d'investissement. Ils en ont profité bien, puis ça a été très bénéfique. Moi, je veux juste une petite note intéressante, un fait à noter. Je travaille avec une compagnie indienne qui est basée en Inde actuellement. Et eux, on est en train de travailler sur leur algorithme, pas le nôtre, sur comment utiliser l'IA pour financer une compagnie. Alors, on parle d'IA ici, là. Alors, je trouve ça super intéressant parce qu'ils nous ont approchés dans un mauvais moment. Il y a eu une petite crise là, dernièrement, mais on est en train d'analyser comment ils travaillent, de quelle façon ils vont chercher des entreprises partout dans le monde qui cadrent parfaitement bien avec la mission pour laquelle ma compagnie, qui s'appelle HubTech, leur a fourni un certain profil. Fait que je suis fasciné de voir comment ce petit groupe-là utilise l'IA pour trouver un lien de corrélation entre les besoins d'une petite compagnie du Québec et un investisseur à quelque part dans le monde. À suivre. Tu as bien dit, hein, Marc-Antoine, à suivre. On va voir les exemples d'entreprises. Je reviens toujours, hein, l'IA, c'est trop tôt. Hein. C'est sûr qu'il y a le financement qui se fait actuellement, mais on n'a pas les entreprises qui ont eu vraiment des gros investissements. Là, donc et je ne vois pas vraiment des entreprises, oui, qui développent leur technologie. Je ne vais pas nommer des noms, là, il y en a plein. Mais est-ce que la réussite, est-ce que par le fait que tu peux aller chercher une autre ronde de financement qui est beaucoup plus importante? Parce que comment on évalue la réussite d'une entreprise? Est-ce que tu vas assurer la croissance, mais cette croissance-là, est-ce qu'elle est solide? À un moment, il y a la réalité t'attrape, et après ça, tu as le downsizing et tout ça. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas actuellement vraiment au niveau de tout ce qui est AI, tout ce qui est l'intelligence artificielle, on a encore les enjeux, on n'a pas vu de réussite là. Mais c'est arrivé dans les autres écosystèmes. Donc, c'est pour ça les exemples types, on les voit plutôt avec les acquisitions. Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, les acquisitions actuellement. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il y a une consolidation de l'écosystème, consolidation des entreprises, et ça, on le voit. Donc, c'est une réussite? Ça dépend. Est-ce que c'est une réussite pour le développement économique d'un pays ou du Québec? Mais si cette réussite-là va de l'autre côté de la frontière, et nous, on investit beaucoup d'argent au niveau de la recherche, le MILA, whatever, le MEI, regardez le nombre de millions de dollars qu'ils investissent. Est-ce qu'on voit la commercialisation ici? Non? Non, c'est ça. C'est arrivé assez souvent. Je dois arrêter ici. Peut-être qu'on ferme dans une note positive quand même. Oui, on a oui, s'il te plaît. C'est pas tout gris. On a eu rapidement, on a eu récemment une couple de 2 très beaux exits. Un d'une compagnie dans ce qu'on appelle en anglais le Drug Recovery System, très important pour 47,5 millions, dont on a eu certains ronds de financement, et un autre dans le LIDAR, tout ce qui est associé à ça. Donc, et comme vous avez dit, ça dépend de l'industrie et qu'est-ce que les investisseurs cherchent. Donc, c'est très spécifique. Donc, juste pour conclure qu'il y a des transactions, mais ce n'est pas évident des fois. Merci. Donc, le compteur est rouge. Moi, j'aimerais remercier Myriam, Peter, Marc-Antoine et Samir. S'il y a quelques questions, allez-y en anglais ou en français. Non, je ne pense pas. Je pense que tout est clair. Oh, il y en a une, OK. Allô, Pascal Champagne de Bain de Minuit. Nous, on est une entreprise en médias plus au niveau culturel et artistique.
Puis, je suis curieux au niveau de l'accessibilité des infrastructures, au niveau des GPU. C'est très précis comme question, mais vu que l'IA utilise des GPU, nous, en ce moment, on est obligé d'aller au Kansas, Texas, pour faire les renderings. Donc, je sais que pour tous les secteurs, ça, c'est commun. Donc, y a-t-il une stratégie québécoise pour l'accessibilité au niveau des GPU? Définitivement, avec la zone quantique dans la région de Sherbrooke. Ils sont en train de construire des super-ordinateurs avec une quantité phénoménale de GPU. Donc, moi, je vous encourage à discuter avec les gens de PINQ, P-I-N-Q, programme d'information nuagique et quantique, je pense. Je pourrais vous donner le nom de la personne à qui contacter. Puis, ils sont vraiment en train de mettre en place une infrastructure de calcul, oui, quantique, mais à la base, en utilisant des GPU. Donc, méga ordinateur, méga centre de données qui est en train de se construire. Peut-être que Salvatore, tu es au courant, là. Aussi, un autre de nos membres, CMC Microsystems, ils peuvent partager les infrastructures de hardware et software que vous pourriez utiliser pour presque rien. Je ne suis pas un expert sur cet aspect-là, mais ça pourrait être intéressant, CMC Microsystems. Okay. Donc, j'imagine qu'il faut couper. On se fait dire, mais on va être dans le point s'il y a des questions spécifiques. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous pouvez laisser les micros sur les chaises quand vous vous levez. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, on remercie énormément Salvatore Cimino, Marc-Antoine Pelletier, Myriam Côté, Samir Mounir et Peter Villani. Merci beaucoup pour ouvrir cette conversation-là sur le financement de l'intelligence artificielle. On prend un petit battement, quelques minutes, même pas. On a un lunch conférence sur la culture et la créativité qui enchaîne tout de suite. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez proches. On va laisser évidemment les gens qui attendent cette belle conférence de rentrée également. On se retrouve dans quelques instants. Merci.